Très bien, donc on va pouvoir démarrer la deuxième table ronde. La seconde, mobilité numérique, donc comment gérer l'inclusion des publics tout en ne négligeant pas la question de la sobriété numérique. Donc c'est vrai, c'était aussi une des questions qui était revenue sur la journée des transitions qui avait été organisée par la région, c'est comment la mobilité aujourd'hui sociale et solidaire peut devenir durable. Donc ça va être aussi une des enjeux. Donc on va commencer par Madame de Bordeaux de la FAC 24. Donc vous êtes plateforme de mobilité, vous êtes structure d'insertion par l'activité économique, vous avez beaucoup d'activités sur votre territoire. Est-ce que vous pouvez nous présenter plus spécifiquement votre offre sur la partie plateforme de mobilité? Donc la plateforme de mobilité nous a été créée en 2017, justement parce qu'avant il existait plusieurs services, mais vraiment tous étaient un petit peu éparpillés. L'idée, c'était de quelque part de recoordonner certains services, et donc on a créé cette plateforme dans un démarrage plutôt sur la ville, on va dire la communauté d'agglo de Périgueux, et après en 2019, on a pu aussi s'étendre sur le territoire de Bergerac. L'idée de ce guichet unique, c'est vraiment de pouvoir s'adresser à tout public. Donc là, on est vraiment très ouvert, que vous soyez étudiant, retraité, actif ou demandeur d'emploi. Vous pouvez trouver via un site numérique qui a été créé au nom de la plateforme Must, voilà, c'est son nom, un ensemble de renseignements en accès libre sur vraiment tout ce qui peut être l'actualité mobilité d'un territoire, les possibilités d'aide, les possibilités, voilà, très, très ouvert, on va dire. Et c'est quelque chose qui est vraiment remis d'actualité très régulièrement. Une fois que ce point de guichet unique était établi, on avait quand même notre point, la demande qui a été faite, ça a été de travailler sur les publics les plus vulnérables, les publics qui sont plutôt nos publics cibles au début pour nous, structures d'insertion. Donc, de travailler sur tout ce qui était diagnostic à la mobilité. Donc, où là, on détecte environ une centaine d'habiletés à la mobilité. Donc, on lève tout ce qui va être frein géographique, cognitif, psychosociaux, culturel, financier. Et tout l'accompagnement qui en découle derrière, donc avec un certain nombre d'ateliers, voilà, on est vraiment sur la levée des freins. Et après, en troisième axe, on va avoir développé tout ce qu'on va appeler des services connexes au sens très large. Alors, on gère des garages solidaires, un sur Périgueux, un sur Bergerac. On va avoir tout ce qui va être de la location de roues, que ce soit en électrique, que ce soit en plus classique, on va dire, de la location de véhicules hybrides, sans permis ou thermique. Et on a développé depuis quelques temps deux services un petit peu plus ouverts, qui sont les plans de déplacement en établissement scolaire, où on travaille avec les collectivités et les écoles, de fait, au travail avec les plus jeunes sur comment les mobiliser par rapport à la mobilité et de fait, par effet ricochet, de mobiliser aussi les parents, puisque c'est ça aussi qui peut être important dans ce qu'on peut travailler sur la mobilité et la culture mobilité de chacun d'entre nous. On a travaillé aussi, on en parlait, un autre interlocuteur en parlait, sur tout ce qui était le lien avec les entreprises. Aujourd'hui, nos publics, effectivement, sont souvent demandeurs d'emploi. Les emplois ne sont pas toujours au pied d'un arrêt de bus. Donc, c'était l'idée aussi de voir ce qu'on pouvait faire. Et donc, c'est pour ça qu'on travaille sur tout ce qui est plan de déplacement d'entreprise, donc avec des solutions un peu à la carte qui peuvent être mobilisées en fonction vraiment du territoire, en fonction vraiment des lieux d'habitation aussi des salariés ou actuels ou hypothétiques. Donc, voilà, on développe aussi un certain nombre d'autres services. Aujourd'hui, cette plateforme, on a le constat, c'est qu'elle est surtout sur le territoire urbain du département de la Dordogne. C'est pour ça qu'on avait fait, alors, via différents appels à projets qui sont encore en cours actuellement, mais de demander un essaimage, notamment pour la zone rurale, puisqu'on a quand même une grande partie encore rurale qui n'est peu ou pas couverte aujourd'hui par le dispositif de la plateforme. Et donc, vous avez aussi lancé un nouveau projet d'innovation vraiment technologique en lien avec ce sujet de la mobilité. Est-ce que vous pouvez nous le présenter? Alors, l'idée, c'est que pour accompagner des personnes à la mobilité, et là, on est vraiment au sens très large, que ce soit des personnes actives en entreprise qui ont besoin d'aller se former, par exemple, sur Bordeaux, ou des gens qui sont demandeurs d'emploi. Aujourd'hui, il y a encore des freins. Enfin, ce qu'on repère, c'est se dire, si je ne l'ai jamais fait, c'est très compliqué pour moi. Si je ne suis jamais allée dans une gare pour prendre le train, ça paraît très bête, mais cependant, si on ne vous a jamais accompagné et qu'on ne vous a jamais guidé, vous ne pouvez pas le savoir. L'idée de ce qu'on est en train de développer, donc en lien avec Éric Le Breton, sociologue au terme de la mobilité, c'est de travailler tout un serious game immersif, donc vraiment en réalité virtuelle, où on va vous immerger dans tous les moyens de transport qui peuvent exister.
que ce soit donc un bus, que ce soit du covoiturage, que ce soit voilà, tout ce qu'on peut trouver en Dordogne aujourd'hui, mobilisable comme moyen, parce que l'idée, c'est pas de vous faire croire qu'il va y avoir un tramway à Périgueux, c'est pas prévu pour l'instant, mais l'idée, c'est de voir avec ce qui est existant, de pouvoir le faire une fois en réalité virtuelle, donc vraiment, et de le refaire autant de fois que vous le souhaitez, de vous immerger dans vraiment le même univers, puisque vous ne serez pas tout seul, il va y avoir du monde, il va y avoir du bruit, il va y avoir vraiment, on représente les conditions au plus proche de la réalité. Dans l'idée, on se dit déjà fait, déjà vu, donc après, je pourrais le refaire de manière plus autonome pour pouvoir demain acquérir de nouvelles compétences mobilité. Ça, c'est le projet qui est en cours de développement. Voilà, là, on l'a commencé récemment, donc on a une bonne année de développement de projet puisqu'on crée tout et à partir du site de la Dordogne. Donc voilà, il faut avoir toutes les spécificités territoriales. Bien, donc vous avez fait vraiment le grand saut en avant avec le numérique pour vraiment travailler cet usage de la mobilité. Comment vous, cette notion d'usage notamment, comment vous l'accompagnez sur l'ensemble de vos services, que ce soit l'utilisation de la plateforme, là on l'a vu sur vraiment les situations de mobilité, cette notion d'usage, comment elle est intégrée dans votre accompagnement, dans votre offre? Notre autre métier, c'est d'être un organisme de formation. Donc déjà, on a quand même tout je dirais, voilà, des savoirs pédagogiques que tous nos salariés peuvent dispenser. Et aujourd'hui, on a vraiment créé des nouvelles modalités pédagogiques pour associer les bénéficiaires, mais voilà, au sens très large. Et ça peut être vraiment très différent parce qu'un salarié n'aura pas la même demande qu'effectivement qu'un public migrant dans l'apprentissage. Et à ce titre, c'est comment on va pouvoir se servir au mieux du numérique, puisque effectivement, ces lunettes de réalité virtuelle vont être possibles de les traduire en une multitude de langues. Alors que je ne pourrais jamais avoir un conseiller mobilité qui va parler afghan, syrien, anglais, espagnol. Enfin, voilà, je ne pourrais pas avoir toutes les représentations. Ça, c'est une facilité que le numérique peut nous apporter et peut permettre effectivement de se doter donc d'une meilleure communication et donc d'un apprentissage accéléré quelque part. Puisqu'on est aussi sur cette idée, on veut être mobile pour atteindre un objectif. Ce n'est pas une fin en soi d'être mobile. C'est juste parce qu'on veut atteindre quelque chose. Donc, nous, c'est vraiment notre idée. Et après, c'est vraiment adaptable en fonction de chaque personne et de chaque besoin. C'est vraiment important. On ne dit pas aux gens « faut être mobile pour être mobile », ça ne marche pas. C'est une réalité. Il faut savoir qu'est-ce que ça va leur apporter de plus dans leur vie quotidienne d'être mobile, que ce soit sous la forme d'obtenir un permis de conduire, parce que c'est quand même une réalité du milieu rural. La voiture aujourd'hui et le permis de conduire restent le Saint Graal. Au demeurant, on a quand même un grand nombre de nos publics qui ne pourront jamais l'avoir pour des raisons diverses et variées, que ce soit économiques ou des problèmes cognitifs ou d'apprentissage. Et c'est qu'est-ce qu'on offre comme possibilité de mobilité à tous ces autres publics qui ne sont pas éligibles. Et ça, nous, c'est vraiment comme ça qu'on réfléchit et vraiment on travaille la notion de développement de notre pédagogie par rapport à ces facteurs-là et ce qu'on peut développer avec eux. Donc, beaucoup de pédagogie, beaucoup de temps passé avec les publics pour aussi abattre peut-être certains freins, pensées limitantes qu'on peut avoir sur l'usage de la mobilité. C'est ça. Et l'outil numérique va nous permettre, parce qu'aujourd'hui, quand vous accompagnez quelqu'un pour lire une carte et accompagner sur un transport en commun, c'est un formateur pour 2-3 usagers grand maximum. Demain, avec cet outil, vous pouvez refaire la prise de bus autant de fois que vous voulez de manière autonome, puisque un formateur peut être dans la salle avec 5, 6, 7 personnes qui peuvent rejouer cette scène quelque part ou de la prise d'un train, donc d'être confronté à une ambiance de gare autant de fois que vous voulez. Donc, c'est aussi un gain de temps. Donc, à ce titre, on peut accueillir beaucoup plus de personnes. Donc, ce projet, vous l'avez développé en partenariat avec l'Université de Rennes, c'est ça? C'est ça, tout à fait. Voilà. Parce qu'eux, ils travaillent depuis longtemps, parce que ce sont des chercheurs qui ont des connaissances que nous n'avons pas non plus. Et on a mis quelque part nos deux approches, qui est une approche plutôt d'université, une approche plutôt pratico-pratique de terrain, pour essayer de créer un outil qui réponde à nos objectifs tous les deux. Puisqu'aujourd'hui, des outils comme ça, il existe des petites choses, mais que sur les territoires urbains. On n'a rien sur les territoires peu denses, et la Dordogne reste quand même un territoire peu dense avec le multimodal qui commence à naître chez nous, on en est là, avec un PEM qui va naître là dans l'année 2022. Donc voilà, il faut aussi associer les habitants et les populations à ce que peut être la mobilité de demain. Donc les premières lunettes de réalité virtuelle, elles arriveront quand du coup sur le territoire? On espère qu'elles seront là fin du premier semestre 2022.
Ok, très bien. Bon, on a hâte de suivre en tout cas cette expérimentation. C'est important aussi pour nous de mettre en avant des innovations technologiques en lien avec ces enjeux de mobilité. Merci beaucoup pour votre présentation. Est-ce qu'il y a des questions? Rien dans le chat, rien dans les mots. Rien dans le chat, pas de main levée. Très bien. Bon, ben, merci encore une fois. Et puis, on a hâte de voir la suite et le test des lunettes virtuelles sur ces enjeux-là. Alors, on va passer à notre second intervenant sur ce thème-là. C'est M. Axel Bourdon des Ateliers du Bocage. Bonjour. Bonjour. Vous êtes aussi entreprise d'insertion, entreprise adaptée, membre du mouvement Emmaüs. Okay, excusez-moi, je vois le chat qui apparaît. Non, c'est un bravo, c'est bravo. Vous avez, alors on vous connaît beaucoup sur le territoire de la Nouvelle-Aquitaine pour l'expertise des ateliers du Bocage sur tout ce qui est tri et réemploi, mais vous avez aussi des activités numériques solidaires depuis maintenant quelques années. Est-ce que vous pouvez déjà représenter un peu ces activités-là et plus précisément la plateforme de covoiturage domicile-travail? Oui, alors effectivement, nous, les ateliers du bocage, on est une coopérative. Le statut est celui d'une SIC. On aime à dire qu'on est une coopérative d'utilité sociale et environnementale, parce qu'on a un peu un double métier, c'est-à-dire qu'on a différents métiers, du numérique, mais aussi des métiers locaux, de reconditionnement de palettes et d'espaces verts par exemple, et des métiers plus tournés vers l'environnement avec du reconditionnement de D3E, donc ordinateur, smartphone, cartouche, et ces métiers donc autour du réemploi, du recyclage, donc vraiment dans la philosophie Emmaüs, hein, c'est notre fédération, sont des supports pour accueillir des personnes en parcours d'insertion, donc sur une période maximale de 2 ans, ou en entreprise adaptée, donc voilà, avec des profils de handicap assez variés. Donc voilà, c'est vraiment nos métiers, c'est d'agir à la fois sur ces 2 tableaux, et nous, on n'avait aucune expérience sur la mobilité jusqu'il y a maintenant 3 ans. Donc en 2017, ça a commencé. Notre fédération Emmaüs France nous a sollicité parce que une ouverture se faisait au niveau de donc notre tête de réseau, avec un lien sur la fondation PSA. La fondation PSA qui se proposait de nous accompagner, le mouvement Emmaüs, pour essayer d'innover, trouver des nouvelles solutions à nos problématiques de mobilité. Le mouvement Emmaüs, donc on a des communautés qui sont bien connues, mais on a aussi toute une diversité de groupes qui sont la plupart du temps en milieu rural et qui sont souvent acteurs de l'insertion. C'est une problématique qu'on rencontre chez nous, mais qui est globalement dans tout le réseau, c'est qu'en étant en pleine campagne, la difficulté d'accès sur nos sites de travail, elle touche tout le monde. Nous, on est bien visualisé, mais on n'est pas accessible en transport en commun, ou alors à des horaires qui correspondent pas à celles de nos sites de travail, de nos ateliers. Et donc c'est compliqué pour les personnes qui voudraient commencer dans un parcours d'insertion, de faire juste ce premier pas et d'accéder à un premier emploi. Et donc voilà, on s'est dit, on se lance, et toujours avec cette philosophie emmaüsienne de on est acteur de terrain, on n'a pas forcément d'expérience, mais on va tester quelque chose. Donc on a pu acquérir des véhicules. Bon voilà, les véhicules ça fait pas tout. Notre ambition c'était d'accompagner des personnes qui n'ont pas le permis, qui n'ont pas de véhicule, et donc on a commencé à faire des sensibilisations chez nous en interne auprès de nos salariés sur la question du partage du véhicule. C'est-à-dire qu'il y a une voiture, la plupart des gens pratiquent l'autosolisme, ils viennent seuls chez nous en voiture, et pourtant il y a 3, 4, voire même parfois plus de places dans leur véhicule. Pourquoi pas partager les véhicules? Donc cette idée du covoiturage, on l'a poussée, on l'a animée d'une manière assez associative. Et puis lorsqu'on a pu proposer, enfin on a commencé de manière un peu artisanale comme ça, on a commencé à proposer des véhicules à des salariés qui acceptaient de manière un peu bénévole d'emmener d'autres salariés au quotidien, donc sur ces trajets du quotidien, ce qui fait que voilà, on avait une solution à proposer, on a une solution à proposer, puisque certains salariés sont, on va dire, sensibles à ce côté solidaire, mais aussi au côté
économique, parce que c'est avantageux pour eux d'emprunter nos véhicules. Ça coûte 1,50 € par jour, aussi bien aux conducteurs qu'aux passagers. Tout le monde paye 1,50 € par jour pour venir travailler avec une véhicule qui appartient à tout le monde et à personne. Et ça permet, nous, de notre côté, d'embaucher des personnes qui n'auraient pas pu être embauchées autrement. De manière assez fine, on va pouvoir accompagner les personnes sur des problématiques qui auraient été des freins, même s'il y avait eu du transport en commun, par exemple l'ouverture d'une crèche le matin qui ouvre assez tard. Nous, on va pouvoir s'adapter en termes d'horaire, s'adapter en termes de trajet. On est vraiment flexible, on a le luxe de pouvoir s'adapter à toutes les situations. Alors, la question que me posait Béatrice, c'était pourquoi avoir développé cette plateforme numérique. On a commencé de manière artisanale, donc ça signifie d'accompagner les personnes au quotidien, sur le terrain. Les paiements se font en espèces. C'est pas toujours simple. Le partage des véhicules se fait voilà, avec des échanges de clés, ce qui est pas tenable très longtemps. Et donc on a cherché très vite une solution numérique qui pourrait nous permettre de piloter ce partage de véhicules, et en se disant que ça pourrait aussi nous permettre peut-être de faire d'autres choses. Donc on était toujours sur cet aspect expérimental, on l'est toujours, de dire bah voilà, on va tester un petit peu cette idée d'autopartage à la campagne. Et donc on a consulté plusieurs acteurs qui sont voilà, sur ces sujets d'autopartage en entreprise, pour les citoyens, différents acteurs, et puis on a commencé à travailler avec Cities. Donc Cities, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une coopérative d'autopartage. C'est un peu la référence en France de l'autopartage pour les particuliers, pour les citoyens. Cities propose des services dans beaucoup de villes moyennes et grandes villes françaises, à part Paris, je crois. Avec un modèle d'autopartage assez classique, vous avez une voiture qui se situe sur une station, qui est accessible 24 heures sur 24. Lorsque vous êtes usager, en devenant adhérent, vous pouvez accéder à ce véhicule en le réservant. Votre trajet, voilà, les kilomètres que vous allez faire, le temps que vous allez utiliser ce véhicule vont être calculés automatiquement. Vous êtes facturé à la fin du mois. Donc ça, voilà, ça nous intéressait. Seulement, le défi, c'était de pouvoir l'adapter à nos usages, c'est-à-dire des usages domicile-travail, des usages partagés, multi-acteurs, puisqu'un véhicule qui est chez nous, sur notre parking, qui a servi à un trajet domicile-travail, en tout cas dans notre ambition, devait pouvoir servir à des activités professionnelles. Et puis de la même manière, un véhicule qui se trouve à Bressuire, on est dans le nord des Deux-Sèvres, je l'ai pas forcément mentionné, à Bressuire doit pouvoir servir le week-end, le soir, à des personnes qui ont le permis mais qui n'ont pas encore les moyens de s'acheter un véhicule. On a voulu pousser ce partage de véhicules au plus loin possible, à la fois pour du covoiturage, mais pour de l'autopartage également. Et donc cette dualité des besoins, ce double système, il n'existait pas. Donc Cities nous a proposé, on a essayé de travailler avec Cities pour proposer du covoiturage dans leur outil d'autopartage. À l'origine, on a évoqué des idées comme par exemple travailler avec Mobicop, intégrer l'outil Mobicop, une interface Mobicop dans l'outil Cities, mais malheureusement, les trajets du quotidien demandent quand même certains outils qui sont vraiment précis, mais qui sont très importants d'avoir. Par exemple, la récurrence. Si vous passez un quart d'heure tous les jours à réserver votre trajet du lendemain, très vite, on n'utilise plus cette plateforme. Enfin, voilà, pour tout le monde. Donc, on voulait une récurrence pour nos réservations, à la fois pour le conducteur qui va réserver le véhicule, mais aussi pour le passager qui va réserver ses trajets pour 1 mois, 2 mois. Et puis, il fallait que ça facilite aussi les paiements multi-acteurs, parce que un usager qui va faire du covoiturage pour venir travailler va payer 1,50 €. Je vois qu'il y a une question sur le sujet. Non, ce ne sont pas les tarifs initiaux de Cities. C'est quelque chose qu'on a adapté nous-mêmes. D'ailleurs, les personnes payent pour un usage aller-retour. Voilà, peu importe le trajet qu'ils vont faire, donc le nombre de kilomètres. Mais à côté, pour des usages plus professionnels ou plus personnels, c'est-à-dire que quand la personne utilise le véhicule tout seul, on va mettre en place d'autres tarifs. Un tarif de 40 centimes du kilomètre,
lorsqu'on est tout seul dans la voiture pour aller faire ses courses, pour aller chez le médecin, peu importe. Donc on a ces différents tarifs, et puis on va pouvoir jouer avec l'outil, puisqu'on est allé assez loin avec Cities dans l'adaptation et le développement de leur outil. On va pouvoir, par exemple, pour les trajets domicile-travail, lorsqu'on facture 1,50 € à l'usager le trajet à la journée, on va pouvoir facturer de la même manière automatiquement l'entreprise pour avoir un modèle économique un peu hybride. C'est-à-dire l'usager paye une partie, l'entreprise en paye une autre, et puis on ne sait jamais, si jamais notre modèle fonctionne, pourquoi pas faire payer une collectivité demain un peu sur ce même registre, un registre un peu tripartite. Voilà, j'ai répondu à la question, je me perds un petit peu dans mes explications. Non, c'est très clair. Aujourd'hui, sur la plateforme numérique en elle-même, comme vous êtes aussi sur des publics qui sont en insertion, qui ont peut-être, comme l'expliquait Madame de Bordeaux, d'autres difficultés à l'usage du numérique, comment vous accompagnez ces personnes-là à utiliser la plateforme, à avoir cette facilité d'usage et du coup à ne pas recréer un frein que la méthode artisanale du début de l'expérimentation n'avait pas? Alors, effectivement, l'arrivée de l'outil numérique, il a amené une facilité de gestion pour nous, parce que les véhicules, on peut les piloter très facilement, on peut les voilà, c'est beaucoup plus simple en termes de gestion. Mais par contre, effectivement, pour certaines personnes, il y a une fracture numérique qui est claire, parce qu'on ne parle pas français, parce qu'on n'est pas à l'aise avec l'outil, pour plein de raisons. Et donc, il faut accompagner à ces usages. C'était important pour nous de passer du mode artisanal à cet aspect de service, vraiment, et je réserve mes trajets, pour ne pas tomber dans on est quand même dans le quotidien, un trajet qui tourne au quotidien, on s'habitue, on monte dans la voiture, on oublie de dire merci. Voilà, on veut pas que ça soit quelque chose qui soit dû. On veut que les gens soient responsabilisés, s'engagent à réserver, s'engagent à nous dire lorsqu'ils sont absents ou autres. Comment on fait? Alors, toute personne qui s'inscrit à notre service, on l'accompagne physiquement, on l'accompagne pour l'inscription. Soit la personne est autonome et voilà, on a peu d'intervention à faire, soit il faut le réaliser avec la personne. Et puis on forme la personne à utiliser la plateforme numérique. Là encore, voilà, hein, il y a des gens qui vont être très vite autonomes et d'autres qui vont devoir être accompagnés pendant longtemps. Et donc, à ce moment-là, pour ces personnes-là, on va faire des rendez-vous chaque mois, en laissant peu à peu, voilà, de plus en plus d'autonomie, en poussant les personnes à essayer de prendre en main l'outil. Comme ça revient régulièrement, mais pas trop souvent non plus, c'est plutôt confortable. Et puis on leur apprend à surveiller leurs factures, à surveiller que voilà, ils sont bien inscrits, etc. Ça demande beaucoup de travail, donc on va passer de 1 à 2 personnes d'ailleurs pour réaliser tout cet accompagnement qui est assez lourd. Mais on sait aussi que cette formation aux usages du numérique, elle n'est pas perdue. Demain, pour réserver un trajet de covoiturage longue distance, de Flixbus, de train, de Railcoop, de SNCF ou autre, ça passe forcément par le numérique. Donc, passer par là, c'est pas inutile, c'est pas du temps perdu, c'est une formation qui, voilà, à long terme, pourra permettre une autonomie des personnes. Très bien. Une dernière question, vous dites depuis le début que vous êtes en expérimentation de cette plateforme-là. Pour vous, l'expérimentation, elle sera concluante à quel moment? Quand il y aura un fort taux d'usage des véhicules, quand il y aura déjà 4 personnes dans chaque véhicule et du coup il y aura moins d'autosolisme. Comment vous mesurez un peu cette expérimentation et cette fin du coup d'expérimentation? Alors, on a eu plusieurs phases. J'ai parlé de la phase artisanale, une phase où là maintenant on a un outil Cities dont on est vraiment satisfait, qui nous permet de faire beaucoup de choses. Beaucoup plus de choses que ce que l'on fait actuellement. Et là, on rentre dans une autre phase qui va durer 3 ans, puisqu'on va être soutenu par l'ADEME. Et cette phase, elle vise à déployer le service qu'on a construit chez nous, qu'on a testé pendant 1 an et demi, 2 ans, mais marqué par le Covid, donc il y a eu beaucoup d'aléas. Ce service, on va le déployer maintenant sur notre territoire environnant, donc le territoire du nord des Deux-Sèvres, avec d'autres entreprises. Donc, les indicateurs, c'est un petit peu ça. C'est-à-dire maintenant, nous, on a une fibre sociale, on a une fibre environnementale, c'est notre ADN. On va essayer de proposer ces solutions à d'autres acteurs de l'emploi, mais plus traditionnels, parce qu'on sait qu'il y a des grosses problématiques de recrutement sur notre territoire,
Et puis on sait par ailleurs que les personnes qu'on accompagne chez nous, lorsqu'elles sortent d'un parcours en insertion, voilà, souvent, je crois que c'est l'intervenante précédente qui disait il y a des personnes qui n'auront jamais le permis, c'est très clair. Il y a des gens qui ne seront jamais autonomes pour aller travailler. Et donc, qu'est-ce qu'on met en place? Donc, l'ambition, c'est celle-ci, c'est d'essayer de déployer ce service, de trouver un peu des logiques, parce que c'est pas simple de construire des lignes de covoiturage, d'aller chercher des bénévoles qui sont motivés pour emmener du monde, cet aspect solidaire. On va sensibiliser les acteurs, on va essayer d'intervenir auprès de Pôle emploi lors des phases de recrutement collectif, par exemple. Voilà, on est dans cette phase où on essaie de construire un peu notre service pour le territoire. Et l'ambition, voilà, c'est de proposer toujours plus de solutions à des gens qui sont non mobiles, mais aussi de répondre à un enjeu territorial de difficulté de recrutement. Donc voilà, en tout cas, à terme, ce qu'on espère, c'est montrer que notre service, voilà, il est efficace, il permet de lever des freins, d'avoir nos propres indicateurs, bien sûr, sociaux, environnementaux, et puis pourquoi pas, j'entendais parler de ces sujets dans la première table ronde, de pouvoir motiver un versement transport, de pouvoir être soutenu par le territoire, alors par plusieurs collectivités, parce que forcément, ce que l'on fait, on a un modèle économique où plusieurs acteurs participent, mais il ne sera jamais à l'équilibre. Voilà, on travaille avec des gens très fragiles, qui ont peu de moyens, et forcément, il nous faudra des tiers pour pouvoir financer, subventionner ces solutions de mobilité. Très bien. Alors, je sais pas si c'est moi, mais je pense que ton micro est coupé. Ok, mon micro n'est plus coupé. Donc, il y avait une question dans le... Ah, voilà. Donc, du coup, maintenant, elle est... Le covoiturage que vous organisez demande-t-il un conducteur bénévole? Je n'ai pas bien compris, demande Nathalie, d'Environnement 3 CLG pour Axel. Oui, alors oui, effectivement, on a besoin de conducteurs bénévoles, on a besoin de... Oui, enfin, on les appelle nos super conducteurs, on essaie de les récompenser, mais effectivement, on n'a pas les moyens de financer des postes professionnels pour ces trajets. Donc on en appelle à du bénévolat, on fait un appel aux personnes qui viennent toutes seules en voiture et qui pourraient avoir envie d'emmener d'autres personnes. Donc très clairement, voilà, on un peu sur le même modèle que le transport solidaire, on fait appel à du bénévolat, sauf qu'on n'est pas sur du ponctuel, on est sur du quotidien. Très bien. Pas d'autres questions? Pas sur le chat. Non. Non, très bien. Merci beaucoup pour ce second exemple Avec plaisir. Grâce au numérique. Notre dernier intervenant de cette table ronde, c'est Marley Nguyen Van de UBIC. L'objectif de cette intervention, c'est aussi de vous donner des billes, comme avec l'intervention de M. Simonet du CEREMA, pour penser des solutions de mobilité, qu'elles soient numériques, mais qu'elles soient aussi inclusives et qu'elles ne recréent pas des nouvelles fractures en passant sur des outils numériques. Donc Marley, est-ce que déjà tu peux nous représenter UBIC, son rôle, ses missions et sur quel domaine vous intervenez? Oui, bien sûr. Donc bonjour à tous, est-ce que vous m'entendez bien? Super. Donc je m'appelle Marley Nguyen Van, je suis chargé de mission sur le développement territorial pour la coopérative UBIC. Donc UBIC, c'est un centre de ressources sur l'inclusion numérique en Nouvelle-Aquitaine. Donc l'enjeu, nous, auquel on s'attaque, c'est vraiment la fracture numérique. Ce qu'il faut prendre en compte, c'est qu'aujourd'hui, on a quand même 17 millions de citoyens qui sont en difficulté avec le numérique et qu'il existe aussi plusieurs types d'inégalités. Donc on peut parler d'inégalités en matière d'accès à un équipement, mais aussi en matière de compétences. Donc des citoyens qui manquent de compétences de base pour réaliser des démarches en ligne ou pour accéder à leur mail. Et ensuite, le troisième type, c'est des inégalités en termes d'opportunités, donc qui sont offertes par le numérique pour, par exemple, partir en vacances, trouver un logement, un emploi, etc. Donc nous, vraiment, notre objectif, c'est de mettre en lumière l'ensemble de ces problématiques et de travailler avec les acteurs publics et privés qui touchent ou qui souhaitent prendre en compte ces publics. Et donc, ce qu'on propose, c'est de les accompagner, de les aiguiller et de les outiller.
Donc, grosso modo, on a 3 métiers donc, qui sont l'animation territoriale, l'accompagnement de projet et la formation. Donc, sur l'animation territoriale, donc, notre rôle, ça va être vraiment de mettre en réseau et d'appuyer les acteurs à l'échelle de la Nouvelle-Aquitaine sur ces questions-là. On produit aussi notamment des ressources à destination de plusieurs publics. Donc, par exemple, on va organiser des groupes de travail dans le cadre de notre partenariat avec Pays Quartier de Nouvelle-Aquitaine, donc pour outiller les collectivités. On va aussi avoir une mission de valorisation de l'ensemble des initiatives inspirantes sur le territoire pour un petit peu montrer les bonnes pratiques et avoir des retours d'expérience. Et on va aussi faire, par exemple, de la veille sur les financements que vous pouvez d'ailleurs retrouver dans nos newsletters. Sur l'accompagnement de projets, donc on accompagne les acteurs de l'ESS donc par des dispositifs qu'on a co-construits avec Atis, donc qui est notre partenaire fondateur, pour accompagner ces acteurs de terrain. Donc on a par exemple, chaque année, on va accompagner 8 projets donc, sur un programme qui s'appelle le changement d'échelle. On organise aussi des accompagnements de pair à pair, donc, qui sont de 1 à 3 jours avec notre dispositif transfert de savoir-faire. Donc on va aussi faire du conseil et de l'ingénierie de projet et on a aussi une activité de formation. Donc grosso modo, ce qu'il faut retenir, c'est que si vous avez besoin d'un appui sur ces questions-là, il ne faut pas hésiter vraiment à nous contacter. Ce qu'on propose, c'est un premier entretien conseil qui va en fait nous permettre de vous orienter au mieux vers les bons dispositifs et les bons acteurs sur la région Nouvelle-Aquitaine. Merci beaucoup pour cette présentation. Du coup, on a bien cet accompagnement des 2 types de publics, acteurs publics et acteurs privés. Et c'est intéressant sur ce sujet de la mobilité parce que comme on l'a vu avec les précédents intervenants, soit les solutions de mobilité, elles sont mises en place par des acteurs publics en partenariat avec des acteurs privés, soit c'est vraiment les acteurs privés aussi qui les poussent. Quel conseil tu donnerais à n'importe quel type d'acteur s'ils veulent mettre en place une offre de mobilité numérique pour qu'elle soit la moins clivante possible? Donc, je pense que déjà, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que l'inclusion numérique, c'est d'abord une inclusion sociale dans une société qui est de plus en plus numérique. Et donc, que c'est vraiment un phénomène qui s'est d'ailleurs accéléré avec la crise sanitaire. Donc, l'enjeu, c'est vraiment que le numérique ne vienne pas creuser en fait encore plus ces inégalités existantes. Donc, je pense que la première démarche à avoir, c'est de penser usager et usage avant la technologie. Donc, en fait, si on imagine une solution numérique, mais sans prendre en compte son public, on peut être sûr et certain que ça ne répondra vraiment pas à son besoin. Donc, je pense que tout d'abord, il est important d'identifier les publics et de savoir vraiment qui sont les bénéficiaires finaux et ou les clients pour comprendre un peu les usages et les contraintes de chacun. Ensuite, ce que je pourrais dire, c'est qu'il faut vraiment penser et intégrer l'ensemble de ces usages dans la conception de la solution, donc pour qu'elle réponde bien aux besoins des usagers. Donc les premières questions à se poser, ça va être de quelle manière je les touche. Est-ce qu'ils ont vraiment conscience et connaissance de ma solution? Quel va être leur parcours utilisateur? Et comment moi aussi je peux les accompagner dans la prise en main de cet outil-là. Et enfin, dernier petit point, peut-être pour les publics en fragilité numérique, ce sont aussi en fait des publics qui ont souvent accumulé d'autres contraintes, comme la précarité, la ruralité, des publics en situation de handicap ou qui ont des difficultés avec la langue française. Donc c'est vraiment important de prendre en compte aussi cette dimension-là. Après, sinon, en termes d'outils, donc sans forcément mobiliser des outils très spécifiques, ce qui va être vraiment important, c'est la discussion et le dialogue avec ces usagers pour comprendre leurs problématiques, leurs besoins et dresser un peu en fait des profils usagers. Donc les toutes premières questions à se poser, ça va être est-ce que mon usager, il est bien équipé? Est-ce qu'il a une bonne connexion, ça c'est aussi très important. Est-ce qu'il peut avoir accès à une boîte mail et est-ce qu'il utilise le numérique et si oui, pour quelles raisons? Donc ces échanges-là, ils peuvent se faire donc soit par des temps qui sont collectifs que nous on va appeler des focus group, mais aussi par des entretiens individuels. Et ensuite, si on veut vraiment aller plus loin, là on peut réfléchir à des parcours utilisateurs et à des personas.
Donc, un parcours utilisateur, ça va être un outil en fait, qui va permettre de cartographier l'interaction d'un utilisateur avec une solution ou un produit numérique. Donc, en fait, ça permet d'identifier précisément chacune des étapes et des décisions de l'usager et de permettre en fait de dresser un parcours utilisateur type pour mieux comprendre son usager. Donc ça. Donc il y a aussi les personas, on peut avoir aussi des cartes d'empathie. Donc là, on vous a fait un mémo ressources en fait, donc on va pas lister tout un à un, mais en fait on vous a fait voilà un mémo pour que vous puissiez retrouver l'ensemble de ces bonnes pratiques et ressources. Super, merci. On vous l'enverra bien entendu par la suite. Une dernière question, dans les différents accompagnements que vous avez pu mener au sein du BIC, est-ce que tu aurais des pratiques inspirantes à partager sur voilà, l'inclusion numérique en lien avec la mobilité? Oui. Donc déjà, il faut penser aussi à l'utilisation sur smartphone. Là, il y a une dernière étude qui vient de sortir par le labo Société Numérique qui dit comme quoi 86% des Français utilisent leur smartphone pour faire tout en gros. Donc il faut bien penser à l'utilisation du smartphone et avoir un site, comme on dit, responsive. Donc ça veut dire qu'il s'adapte vraiment aussi sur smartphone. Il faut aussi penser éco-conception. Donc ça veut dire faire simple et léger. Donc là on va parler vraiment de frugalité numérique. Donc une solution qui est légère et éco-conçue, elle sera d'autant plus accessible à des personnes qui n'ont pas une bonne accès. Donc par exemple en fait grosso modo ça veut dire que le site va se charger beaucoup plus vite si on prend en compte l'éco-conception de son site. Donc on a aussi par exemple des outils qui évaluent en fait l'impact environnemental des services. Donc là pareil, ça sera sur notre fiche ressources, mais les deux grands, ça va être Ecometer et Website Carbone. Ensuite, comme bonne pratique, on va avoir aussi la méthode FALC, donc qui veut dire facile à lire et à comprendre. Donc là, en fait, l'idée c'est d'utiliser du langage simple et imagé avec des petits pictos, avec des tutos très imagés. Donc pareil, c'est une ressource dont vous aurez aussi le lien. Et ce qui peut être intéressant, comme le fait les ateliers du bocage, c'est vraiment aussi d'accompagner les usagers dans la prise en main et l'usage de leur outil. Donc voilà, donc faire en gros des ateliers de médiation numérique, notamment ici pour des ateliers, enfin pour des salariés en insertion. Et si par exemple on n'a pas le temps ou si on n'a pas les compétences en interne pour faire ces accompagnements, il ne faut pas hésiter à se rapprocher aussi des acteurs de la médiation autour de sa structure. Donc vous avez un ensemble de cartographies à l'échelle de la région qui permettent d'identifier l'ensemble de ces ressources. Et si vous voulez aussi aller plus loin sur ces sujets-là, il y a notamment les fondations et les collectivités qui peuvent financer des projets. Et donc là, on a aussi fait une fiche ressources sur les financements qu'on vous partagera dans ce mémo-là. Merci beaucoup. Ce que, en tout cas, on retient de ton intervention, c'est vraiment avoir cette méthode d'étude, de compréhension de l'usager, aussi de sa capacité à utiliser le numérique, dans quel cadre il l'utilise déjà, pour voir comment le numérique peut s'adapter et peut être une solution à son problème de mobilité et pas le penser dans le sens inverse. C'est vraiment le numérique n'est qu'un outil et c'est vraiment pas la solution. Donc c'est vraiment le penser dans ce sens-là et le penser toujours usage. Donc merci pour ces points très précis. Est-ce qu'il y a des questions? Pas de questions. Très bien, très bien. C'est bon? Ok. Merci en tout cas aux trois intervenants sur la partie mobilité numérique. Je pense que c'est comme sur la partie mobilité et ruralité. On ne peut pas faire de copier-coller des solutions numériques qui existent aujourd'hui
en lien avec la mobilité, c'est vraiment à s'adapter en fonction du territoire, du besoin des usagers. Et donc c'est aussi, comme le disait Mathieu, toute cette capacité-là, quand les acteurs de l'ESS à tester, à expérimenter, à modifier et à avancer, à proposer des nouvelles, soit formes d'innovation, soit des nouvelles innovations tout court, en lien avec ces enjeux-là. Si vous avez des questions plus globalement sur le thème ou sur la matinée, on peut prendre encore une ou deux questions. Sinon, nous allons vous libérer par les déjeuners. Pas de questions? Ok. Très bien. Eh ben, merci en tout cas de vous être connectés ce matin. Merci à nos intervenants pour la qualité de vos présentations. C'était en tout cas l'objectif que l'on voulait, c'était de bien voir aussi, voilà, créer aussi des nouvelles actions pour les années à venir sur ce thème-là. On espère que ça a répondu aux attentes des participants. Et sinon, vous avez bien entendu nos coordonnées si vous avez d'autres questions. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci. 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 Au revoir. Bonne journée. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir.